Muito bom dia a todas et à todos. Cher Emmanuel, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui ici à Porto. Encore une fois, je merci beaucoup pour la visite, l'amitié et la coopération avec moi et avec le Portugal. Et maintenant, je reviens au português por vous dire que é de facto uma honra poder acolher o presidente Emmanuel Macron nesta primeira visita de Estado que se realiza com o presidente francês nos últimos 26 anos. A última tinha sido com o presidente Chirac, ainda no século passado, em 1999. Queria começar por destacar aquilo que acabámos agora mesmo de materializar, a assinatura do Tratado de Amizade e Cooperação entre Portugal e a França. Um tratado que começámos a desenhar na nossa conversa no Palácio do Eliseu há 8 meses atrás, sensivelmente, e que as nossas equipas foram desenvolvendo e que hoje aqui rubricamos com mais 9 instrumentos de cooperação entre os nossos governos e também entre as nossas associações empresariais. Isto denota não só o reforço da importância entre o nosso relacionamento bilateral, mas também a nossa cooperação a todos os níveis, incluindo no contexto internacional. Nós temos 3 grandes prioridades estratégicas na nossa relação bilateral. Em primeiro lugar, ao nível da economia, reforçando o comércio e o investimento, que já atingem hoje valores muito consideráveis. A França é um dos principais parceiros comerciais de Portugal, quer no que toca às exportações, quer no que toca às importações. Hoje temos uma nova área na qual estamos a trabalhar com muita intensidade, a área da defesa. Uma área à qual estamos ambos os governos a dedicar muita atenção, numa estratégia que, aliás, queremos alargar a toda a Europa, de darmos à Europa mais autonomia estratégica, ao nível do acréscimo de investimento, mas também da capacidade produtiva, de podermos ter mais indústria e criarmos mais economia com o investimento que fazemos na Europa. Por isso, nós estamos a comprar material de defesa à França e a França também está a comprar material de defesa a Portugal, e é assim que nós queremos incrementar as trocas comerciais nesta área particular no futuro, e é assim que encaramos também a estratégia a nível europeu. Um segundo eixo estratégico é a energia. Tive a ocasião de, mais uma vez, reiterar com o presidente Macron e com ele combinarmos uma iniciativa conjunta para, de uma vez por todas, podermos materializar no terreno o investimento das interligações energéticas entre a Península Ibérica e a França, em particular as interligações elétricas. Não faz sentido que, numa altura em que reclamamos para a Europa maior competitividade, que por via disso queremos ter também menos dependência, maior autonomia, queremos ter capacidade de baixar o preço da energia, com isso baixando os custos de contexto para que as nossas empresas no panorama europeu sejam mais competitivas com os outros blocos comerciais, não possamos aproveitar toda a capacidade instalada, nomeadamente ao nível das energias renováveis na Península Ibérica e em Portugal em particular. É bom para Portugal, é bom para a Espanha, mas também é bom para o resto da Europa. E também será bom se nos outros Estados-membros da União Europeia houver produção de energia a baixos custos que possa também chegar às nossas economias. O mercado interno europeu terá de ser uma realidade se queremos construir uma economia mais competitiva que possa, efetivamente, gerar a riqueza de que necessitamos para dar bem-estar às nossas populações. Uma terceira área estratégica, o reforço do ensino da língua portuguesa em França e da língua francesa em Portugal. É uma componente importante da nossa cooperação que consegue maximizar a relação entre os nossos 2 países, não esquecendo, naturalmente, a importância que tem para as nossas comunidades. É consabido que, na nossa diáspora, a maior comunidade portuguesa no estrangeiro está precisamente em França. Entre portugueses e lusodescendentes
Estaremos a falar seguramente de mais de 1.200.000 compatriotas que temos em França. Há também muitos franceses a viver em Portugal e há, sobretudo, muitos franceses que todos os anos se dirigem ao nosso país para aqui nos visitarem e muitas vezes gozarem o seu período de férias. Portanto, dentro destes 3 eixos estratégicos, nós rubricamos acordos bilaterais que vão desde a área da defesa à língua, da educação à ciência e inovação, da cultura aos oceanos. Ontem mesmo também passámos o testemunho de Lisboa para Nice para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, da cooperação policial à proteção em matérias classificadas. Partilhar convosco e com o Presidente Macron, agradecendo mais uma vez todo o seu empenho, que do ponto de vista económico as nossas interações são cada vez mais diversas e multifacetadas. A França é atualmente o nosso 3º maior cliente e o nosso 3º maior fornecedor. É também muito importante em termos de investimento direto estrangeiro, é o 2º país com maior volume de investimento direto estrangeiro. Tem aumentado significativamente o número de empresas portuguesas a operar em França. E isso mesmo será muito bem patenteado, creio, no Fórum Económico que teremos a ocasião de encerrar hoje pela tarde, na sequência, aliás, da boa relação entre as associações empresariais de Portugal e de França, que ainda agora também ficou bem patente na assinatura do contrato, do acordo de colaboração. Dizer-vos que, ao nível económico, nós temos cada vez mais setores nos quais partilhamos projetos comuns e há um ao qual o Presidente Macron tem dado muita importância, que é estratégico para os nossos países e é estratégico para a Europa. Estou a falar das novas tecnologias e da inteligência artificial em particular. É a França, neste momento, o país na Europa que mais atenção tem dado a esta matéria. Ainda recentemente foi realizada em Paris uma conferência à qual nós demos particular atenção também. Tenho conversado com o Presidente Macron muito a este propósito e temos partilhado muita informação, muita experiência para podermos estar à altura do desafio que temos pela frente, para não perdermos o comboio da modernização da nossa economia, para podermos também aqui não ficar excessivamente dependentes dos outros na hora em que, na concorrência internacional, tivermos de nos deparar com os nossos competidores. Tal como já tínhamos feito e fazemos na área dos oceanos, esta é uma área que, do ponto de vista económico, está hoje muito em cima da nossa mesa de trabalho e à qual damos uma especial importância. Outras matérias há nas quais temos trabalhado conjuntamente. Este Tratado de Amizade e Cooperação vai nos permitir encontros mais regulares, de alto nível, ao nível dos chefes de governo, e vai nos permitir também maior articulação na preparação das decisões ao nível das instâncias internacionais, em particular da União Europeia. E aí nós temos várias áreas que se colocam hoje como grandes desafios, nomeadamente a implementação da União da Poupança e dos Investimentos, a União Bancária, a União do Mercado de Capitais, tudo objetivos que são imprescindíveis para termos uma Europa competitiva economicamente e para podermos, de facto, ter um contexto de afirmação de um bloco europeu a nível global. Uma última palavra sobre a agenda internacional e o papel de colaboração e cooperação que temos mantido, não deixando de aqui dar uma palavra muito especial ao Presidente Macron pelo seu esforço e liderança em construir no contexto internacional as pontes que são necessárias para assegurar caminhos de paz, caminhos de salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, caminhos de salvaguarda do direito internacional, do direito humanitário, dos grandes valores fundadores do universalismo das nações portuguesa e francesa e também dos valores fundadores da União Europeia. O nosso propósito é colaborar para que na Ucrânia haja um processo de paz com a Ucrânia, com a União Europeia e também com os nossos parceiros transatlânticos.
Defendemos, portanto, que é necessário haver diálogo e espírito de construção de plataformas comuns de entendimento que aproximem os aliados que somos, Europa, Estados Unidos, Canadá. A iniciativa do presidente Macron é de saudar, de congratular, e eu, na parte que cabe ao governo português, tenho acompanhado, por convite do presidente Macron e também no âmbito do Conselho Europeu, como ainda esta semana tivemos a ocasião de fazer numa reunião à distância e como teremos ocasião de fazer na próxima semana numa reunião presencial. A nossa posição é conhecida. Depois de 3 anos de uma invasão que sempre consideramos ilegal e injustificada, nós apoiamos uma solução de paz que seja justa, que seja duradoura e que seja baseada no respeito do direito internacional. E para que tudo isto seja possível, é de facto necessário que quer a União Europeia, quer as partes envolvidas no conflito, quer os nossos aliados transatlânticos estejam integrados numa solução conjunta. Por isso, eu quero terminar dizendo que nesta, como noutras questões de conflito na cena internacional, a França tem sido sempre um parceiro de diálogo, um parceiro de comunhão de valores, um parceiro de construção também de pontes, como o presidente Macron ainda disse aqui já hoje de manhã, na Câmara Municipal do Porto, a cujo presidente também agradeço a hospitalidade de nos acolher para a realização não só desta conferência de imprensa, como do ato de assinatura do Tratado de Amizade, que ficará um pouco para a história como Tratado de Amizade e Cooperação do Porto, e dos restantes instrumentos de colaboração entre os nossos 2 países. Mas, como disse o presidente Emmanuel Macron, nós temos uma história comum de aventura, uma história comum de conquista, uma história comum de afirmação de valores de liberdade, uma história comum de afirmação de valores de dignidade da pessoa, uma história comum de afirmação de valores de universalismo, que o mesmo é dizer da aproximação de povos, da aproximação daquilo que é mais importante na salvaguarda dos direitos dos seres humanos. E é isso que vamos continuar a fazer. Cher Emmanuel, merci beaucoup, une autre fois. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, chers Louis, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire de Porto et la ville de Porto de nous accueillir pour cette 2e journée de cette visite d'État. Vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour avoir si bien organisé celle-ci. Alors, il y a une forme de paradoxe, vous l'avez rappelé, parce que la précédente visite d'État d'un président français, c'était il y a 26 ans. Et pourtant, le dialogue et l'amitié n'ont pas attendu. Nous avons en 2022 une saison culturelle croisée qui a été un formidable succès. Quand j'ai eu à choisir un directeur pour le Festival d'Avignon, j'ai choisi un Portugais. Je l'ai d'ailleurs dérobé à Porto avec Tiago. Et quand je regarde les chiffres, nous avons de plus en plus de Français qui viennent s'installer au Portugal. On est environ à 50 000 selon les chiffres de la police et pas des manifestants. C'est un chiffre qui a triplé depuis 2015. Et donc, ça veut dire qu'il y a une attraction qui est là, en même temps qu'on a plus de 2 millions de luso-descendants dans notre pays. Et je rappelais hier, lors du dîner d'État, combien, je le sais, cette communauté a été touchée dans son sang, son cœur, et nous tous, lors de l'attentat de Mulhouse. Alors oui, il y avait comme une évidence à faire un traité d'amitié. Et la discussion que nous avons eue en juin dernier nous a conduit à cela. Je veux saluer vraiment l'engagement du Premier ministre qui l'a proposé et beaucoup poussé. Mais le traité d'amitié et de coopération que nous venons de signer, au fond, reflète le lien très singulier qui est le nôtre, qui a été forgé par l'histoire d'après la Deuxième Guerre mondiale, l'exil de centaines de milliers justement de femmes et d'hommes de liberté portugais pendant la période de Salazar, et au-delà de cela, de votre contribution à notre reconstruction durant ces décennies.
Alors ce traité, vous l'avez dit, va permettre de renforcer la relation bilatérale dans de très nombreux domaines, la culture, la science, l'enseignement, la police, l'économie, à peu près tout ce qui peut couvrir une coopération bilatérale. Et il va prévoir aussi entre nous des réunions régulières, une coordination très régulière. Et il va permettre de renforcer à la fois le lien entre nos deux pays et la manière aussi de faire de notre travail conjoint quelque chose de plus solide et encore plus utile pour l'aventure européenne. Au fond, nous le faisons à un moment, le Premier ministre l'a rappelé, où notre Europe est bousculée. Et donc, chacun des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, je crois, est structurant pour la relation bilatérale, mais décisif aussi pour rendre notre Europe plus forte. D'abord, le domaine économique. Nous croyons l'un et l'autre qu'il faut une Europe beaucoup plus compétitive, plus forte sur le plan de la technologie, de l'économie, de l'industrie. Et donc oui, nous voulons aller de l'avant sur à la fois les interconnexions électriques, l'investissement dans nos réseaux, dans chaque pays, mais également, on en parlait parce qu'il y a une grande complémentarité entre le Portugal et la France. C'est ici un très grand pays de renouvelables, nous sommes un très grand pays de nucléaire. Et donc nous sommes deux fournisseurs d'énergie décarbonée. L'une est alternative, l'autre est pilotable. C'est une chance formidable si on arrive à interconnecter. Et c'est un socle pour ce marché européen de l'énergie dans lequel nous croyons, où en fait on veut une énergie la moins chère possible, la plus décarbonée possible, et qui puisse circuler entre nous. C'est en cela que la stratégie que nous adoptons, je crois, est la bonne. Plusieurs accords économiques importants sont signés et je veux ici dire combien le gouvernement portugais est très volontariste et vous saluer sur ces projets d'infrastructure du nouvel aéroport de Lisbonne, LGV Porto-Lisbonne et Lisbonne-Madrid. Et je pense aux investissements d'ANA Aeroportos et Vinci, de notre ligne, de notre filière ferroviaire, tout ce qui est fait avec Alstom, de ce qui est fait donc dans ces domaines des infrastructures entre nos grandes entreprises. Et en effet, Vinci et Alstom sont là. On a aussi Air France qui a des grands projets ici que nous soutenons. Et puis on a des projets très structurants où ensemble on va aller conquérir des parts de marché dans le domaine de la sécurité des titres ou beaucoup d'autres. Nous avons aussi en matière économique une intimité très forte en matière de technologie. J'étais hier au Beato à Lisbonne. C'est un travail formidable qui est fait. On a un écosystème franco-portugais qui est extrêmement vibrant. Et donc là aussi, nous avons plusieurs projets qui permettent de faire encore davantage et de nous appuyer sur nos forces réciproques. Et je dois dire à cet égard que le forum que nous conclurons cet après-midi permettra à l'un et à l'autre de marquer encore davantage notre ambition économique en la matière. Tout cela vient servir un agenda, en effet, de souveraineté technologique, économique, industrielle européenne qui est plus indispensable que jamais. Au moment où on le voit, où il y a une bataille qui est économique mais géopolitique sur l'intelligence artificielle, au moment où on le voit, on n'a pas attendu cette administration d'ailleurs, il y a aussi une bataille qui est lancée sur les technologies vertes et où il faut que l'Europe puisse produire ces technologies vertes pour ne pas dépendre. Et l'Inflation Reduction Act, qui date de la fin 2022, avait commencé, si je puis dire, cette tension. Et où, en fait, on veut avoir nos solutions comme Européens, parce qu'on ne veut pas désindustrialiser notre continent. Au contraire, on a besoin de créer de la valeur et créer de la souveraineté technologique. Et alors même que l'ombre de tarifs sur l'économie européenne revient de la part de notre allié transatlantique, il est nécessaire, en effet, d'être plus fort sur ce volet-là. C'est la même observation et la même volonté qui est la nôtre en matière de défense et de sécurité. Nous signons un accord qui est important sur les canons César, sur les drones, et je salue la décision du Portugal de se porter acquéreur de 12 canons et jusqu'à 36. Nous sommes aussi volontaires pour travailler avec les solutions technologiques qu'apporte le Portugal et les drones et sa capacité d'innovation. C'était moins présent dans l'histoire de notre relation, il faut bien le dire. Et on renforce ce pilier, c'est une très bonne chose, parce que là aussi, il nous faut avoir une Europe qui investisse davantage sur sa défense et sa sécurité. C'est ce que nous en faisons acter dès mars 2022 et l'agenda dit de Versailles. Mais pour ça, il faut une Europe qui dépense davantage, mais qui dépense davantage en européen. Et c'est-à-dire qui produise davantage de solutions de défense, de capacités sur le sol européen. Et l'accord que nous signons vient servir cet objectif. Nous aurons ensemble, le 6 mars prochain, un conseil extraordinaire à Bruxelles, qui est un rendez-vous important, dans lequel nous allons promouvoir justement cette volonté d'aller beaucoup plus vite et plus fort, de dégager des financements nationaux et européens supplémentaires, d'aller vers des solutions très innovantes pour investir beaucoup plus sur notre défense et notre sécurité,
mais de le faire pour produire en européen. Et donc d'identifier les capacités dont nous avons besoin davantage, défense solaire, justement les drones et les systèmes anti-drones, l'intelligence artificielle, certaines capacités maritimes, les tirs de longue portée, où il nous faut bâtir des solutions européennes et donc investir dans la durée et avoir une préférence européenne. C'est une petite révolution. Et lorsqu'on poussait ces idées il y a 7 ans, elles étaient vues avec suspicion. Et je crois qu'à la fois la guerre d'agression russe en Ukraine en 2022 a été un premier réveil stratégique et le trouble que nous partageons tous depuis quelques semaines en est un supplémentaire. Et maintenant, il faut passer à une nouvelle phase d'action. Et à ce titre, notre coopération, vous le voyez, sert cette ambition. Enfin, sur les grands sujets internationaux, nous avons pu évoquer notre agenda commun et nous servons les mêmes objectifs. Et je veux dire ici combien le passage de témoin était une étape importante hier à Lisbonne, de Lisbonne à Nice, pour le 2e sommet des Nations Unies sur les océans qui s'est tenu en 2022 dans votre pays, jusqu'au 3e que nous organiserons en juin prochain en lien avec le Costa Rica, où nous voulons poursuivre le travail, les efforts qui ont été conduits sur un sujet absolument décisif. Voilà, je ne serai pas plus long. Le Premier ministre a parfaitement détaillé le reste des sujets et je partage totalement, nous parlons d'une même voix. Mais je veux remercier ici l'ensemble des Portugaises et des Portugais et Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, les maires de Lisbonne et de Porto, ainsi que tous les représentants que nous avons pu croiser lors de cette visite d'État, pour la qualité de leur accueil, pour la chaleur de celui-ci et surtout pour l'ambition de la feuille de route que nous portons, qui a été consacrée par ce traité d'amitié. Nous nous sentons chez vous comme chez nous, c'est-à-dire avec une forme de liberté, d'amitié, de bienveillance. Et cette hospitalité nous a beaucoup touchés pendant ces 2 jours. Donc merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. Mais on va venir à vous. Bonjour Monsieur le Président, Léopold Debert pour BFM TV. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Je vais rester assis pour mes collègues caméramans derrière et ne pas les déranger à l'image. Je vais rebondir, Monsieur le Président, sur ce que vous venez de dire. L'ombre, vous disiez il y a quelques instants, l'ombre potentiel tarif supplémentaire de la part de nos alliés américains. Donald Trump, justement, qui 2 jours après votre voyage à Washington, a annoncé que les produits européens feront bientôt l'objet de droits de douane à 25%. Qu'est-ce que concrètement la France et les Européens en général sont prêts à faire en conséquence à ça? Est-ce qu'on a déjà une idée sur les produits que vous pourriez peut-être taxer de manière réciproque ou pas? Et puis plus généralement, qu'est-ce que vous répondez à Donald Trump quand il dit que l'Europe a été conçue, je cite, pour emmerder les Européens? Votre prédécesseur François Hollande dit ce matin que l'administration Trump n'est plus notre allié. Et même dans votre propre camp, ces dernières heures, Valérie Ayé, chef de la délégation Renew au Parlement européen, disait que les États-Unis n'étaient plus nos alliés. Eux aussi, les termes sont très forts. Quel est votre avis sur ça? Écoutez, j'avais moi-même évoqué le sujet des tarifs pendant et après ce voyage pour dire que la discussion avait été difficile et que j'en partais avec très peu d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a, je crois, des incompréhensions, je crois, des problèmes de conception dans l'approche commerciale qui est aujourd'hui proposée par cette administration. Et le cœur du raisonnement est que nos taxes sur la consommation, en particulier la taxe sur la valeur ajoutée, serait un tarif. Ce qui est factuellement faux. Et donc je l'ai plaidé, j'ai expliqué, on a échangé des papiers avec le président Trump et son équipe. Et je pense qu'il faut que le travail soit fait jusqu'au bout, en lien avec nos partenaires. Je sais que Keir Starmer a fait pareil hier et que la Commission fait la même chose. C'est très simple, hein, parce que la TVA que nous avons dans nos pays, elle taxe ce que nous produisons comme ce que nous importons. Donc on voit bien que ce n'est pas un tarif, il n'y a pas de différence entre ce qui est importé et produit localement. Donc j'ai essayé de plaider ce qui me paraissait relever de l'évidence, et j'espère que nous arriverons à convaincre de cette évidence. Bon, ensuite, je pense que les tarifs, c'est mauvais pour tout le monde. Parce que c'est inflationniste pour tout le monde, et que les États-Unis n'ont pas à y gagner, et que d'ailleurs, ça n'est pas la bonne manière de corriger un déséquilibre commercial, qui est beaucoup plus réduit que tel qu'il est présenté par l'administration américaine. L'économie américaine et l'économie européenne, ce sont 1500 milliards d'euros d'échanges chaque année, de biens, de produits, de services numériques. Il n'y a pas 2 zones économiques qui sont autant liées.
Et le déséquilibre économique à la défaveur des États-Unis d'Amérique, c'est 50 milliards. Donc vous voyez qu'il est très marginal. Donc je pense que personne n'a à gagner à lancer cela. Qui plus est, je considère que le faire au moment où les Européens repartent pour s'investir sur des efforts de défense est une erreur de tempo. Donc je pense qu'il y a une erreur de principe et qu'il y a une erreur de tempo. Bon, ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a des premiers tarifs qui ont été mis, l'Atos Insu, pas que sur les Européens, sur l'aluminium et l'acier. S'ils sont confirmés, les Européens répondront. Et donc il y aura des tarifs réciproques, parce qu'il faut qu'on se protège, qu'on se défende. Et si, début avril, comme cela a été annoncé, des tarifs étaient mis sur les produits européens, à cette hauteur-là, les Européens auront à répondre, parce que nous n'avons pas à répondre, nous n'avons pas en quelque sorte à être faibles face à ces mesures. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire dans les prochaines semaines, c'est convaincre que ce n'est pas une bonne décision, de manière générale, pour nos intérêts géopolitiques partagés entre les États-Unis d'Amérique et les Européens, et que ce serait mauvais pour tout le monde. Mais si ça advenait, alors nous devrons répondre, et nous l'assumerons. Plus largement, je me garderai d'avoir les grandes formules, je pense qu'il y a une incertitude. Mais j'ai plusieurs fois dit, et ça n'a pas commencé il y a quelques semaines, il y a beaucoup de naïveté ou de réveil tardif chez beaucoup de gens qui s'expriment si durement. Mais les Européens laissés seuls en Syrie, le retrait unilatéral de l'Afghanistan, toutes les décisions des 10-15 dernières années, c'était déjà le fait que l'Europe n'était plus au cœur de la pensée géostratégique et géopolitique américaine. Je crois qu'il faut être lucide là-dessus. Et je le plaide depuis plusieurs années. C'est pour ça que vous m'entendez depuis 7 ans parler de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique européenne. Beaucoup de collègues s'y sont remis et nous ont rejoints, en particulier après début 2022. Mais il y avait toujours cet espoir qu'au fond, il y a toujours cet espoir, ça passera. C'est stratégique, c'est profond, c'est bipartisan. Le choix américain aujourd'hui est d'abord une préférence américaine et il faut la respecter. Et c'est ensuite la confirmation du fait que la priorité est la Chine, et en tout cas cette région. Et donc, quelle est la réponse à ça? C'est pas de faire des commentaires, c'est pas de se lamenter, c'est pas de juger. C'est d'abord d'essayer au maximum d'engager les Américains à nos côtés. Parce que nous avons besoin d'eux. Parce que nous avons contracté, la France moins que d'autres sur le plan militaire. Mais les Européens ont contracté, oui, des dépendances à travers les décennies. Et donc, il faut d'abord les engager parce que face aux défis qui sont les nôtres, on a besoin pour le moment des Américains. Et en même temps qu'on essaie de les garder au plus près de nous, c'était le sens de mon voyage lundi dernier, eh bien, il nous faut agir beaucoup plus fortement pour être plus indépendants. Et donc, les indignations de dernière minute ne servent pas à grand-chose. Il faut avoir une pensée stratégique et surtout une action stratégique et nous, être beaucoup moins dépendants des autres. Et on est à un moment où l'Europe découvre, et je m'en félicite, qu'elle n'est plus simplement un marché, qu'elle doit être une puissance. Et donc qu'elle doit produire son savoir, qu'elle doit produire sa technologie, qu'elle doit produire ses solutions économiques, qu'elle doit produire ses solutions climatiques et qu'elle doit produire ses solutions de défense et de sécurité. C'est une opportunité pour nous, simplement, ce seront des choix profonds. Voilà, moi je ne suis pas commentateur, je suis acteur. Et nous devons tous l'être dirigeants européens. C'est le sens du sommet qui arrive sur les sujets de défense et de sécurité dans quelques jours. C'est le sens aussi du sommet qu'on aura à la fin du mois de mars sur les questions de compétitivité. Il faut qu'on se réveille et il faut qu'on agisse pour être plus fort. Être plus fort, c'est la seule réponse. Bom, sobre as duas questões que coloca, eu gostava de deixar os seguintes apontamentos. Relativamente à questão das tarifas, eu não posso estar mais de acordo que a abordagem que se impõe à Europa nesta fase é ter uma atitude não de se queixar ou de contestar as decisões ou as possíveis decisões do legítimo governo dos Estados Unidos, mas antes a pedagogia, a argumentação para tentar demonstrar que nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, algumas dessas pretensões de decisão podem ser negativas para ambos os lados e também para os Estados Unidos. É o caso das tarifas nas trocas comerciais. Em primeiro lugar, porque, como o Presidente Macron disse, não se deve confundir impostos sobre o consumo com tarifas alfandegárias. São duas circunstâncias diferentes que, se forem confundidas, vão desvirtuar as trocas comerciais e os mecanismos de formação do preço dos produtos, o que torna
o comércio desequilibrado nas suas componentes de formação de preço. Em segundo lugar, porque se houver um aumento das tarifas nas trocas comerciais, que são gigantes entre a Europa e os Estados Unidos, quem sai beneficiado são os outros blocos comerciais, que têm a possibilidade de se intrometer nessas trocas comerciais com produtos que são concorrenciais. E, portanto, o aumento do preço, que é inevitável com a aplicação recíproca de tarifas, obviamente que a Europa terá de responder à aplicação de tarifas com aplicação de tarifas em igual montante ou similar, pelo menos. Não é expectável que, se for aplicada uma tarifa de 25% aos produtos europeus que vão para os Estados Unidos, que os produtos americanos que venham para a Europa não sejam taxados também. Isso parece-me que é evidente. Acho que não há nenhum governo na Europa que pense de maneira diferente. Isso fará, inevitavelmente, subir os preços. A subida dos preços terá impacto nas duas economias, na economia americana e nas economias europeias. E terá também um impacto no comércio internacional, porquanto nós não estamos sozinhos no comércio internacional. E isso abre a porta a que todo o equilíbrio comercial possa estar colocado em causa. Finalmente, um último comentário que tem a ver com a última anotação do Presidente Macron é o seguinte. Independentemente daquilo que aconteça, ou que venha a acontecer no domínio das tarifas, há uma lição que a Europa tem de tirar, mas tem depois de ter a capacidade, a coragem, a audácia para realizar. Nós temos de resolver os problemas da nossa economia, aumentando a nossa competitividade, com mais conhecimento, com mais inovação, para sermos mais competitivos, precisamente na formação do preço, e não estarmos dependentes das tarifas para podermos colocar os nossos produtos nos mercados internacionais. A Europa não pode perder mais tempo a atrasar-se em ser mais competitiva. Isto significa ter melhor financiamento, um financiamento mais barato do que aquele que tem. As empresas americanas financiam-se a preços inferiores àqueles que se financiam as empresas europeias. E se falarmos nas pequenas e médias empresas, esse esforço é ainda maior. As empresas americanas têm custos de energia que são 3 ou 4 vezes inferiores aos custos de energia das empresas europeias. As empresas americanas investem em tecnologia, investem em inteligência artificial, numa dimensão que é muitas vezes superior àquela que investem as empresas europeias. Ora, se nós continuarmos a ficar para trás nestes fatores de competitividade, nós ficamos extremamente dependentes e qualquer oscilação nas tarifas terá ainda repercussões maiores no futuro. E nós não podemos estar tão dependentes. Ou seja, sintetizando, é preciso argumentar, colocando em evidência que tarifas e impostos sobre o consumo são coisas diferentes. É preciso argumentar, colocando em evidência que tarifas na Europa e nos Estados Unidos, mesmo que num curto prazo possam ter um efeito económico menos visível do ponto de vista dos seus prejuízos a médio prazo, vai significar mais inflação, vai significar mais contração económica. Isso, aliás, ficou muito bem patente em decisões americanas anteriores relativamente à aplicação de tarifas. E se a Europa não, desculpem uma expressão que é portuguesa, não abrir os olhos de uma vez por todas e deixar de produzir tanto papel para aumentar a sua competitividade e não conseguir ultrapassar a morosidade das suas decisões, a 27, para ter, de facto, um espaço competitivo, como os relatórios Letta e Draghi bem evidenciaram, se não conseguirmos levar isto para o terreno, de facto será difícil depois colocarmos nestas discussões. A segunda questão, relativamente às considerações que o Presidente Trump possa ter feito sobre a Europa, eu diria que, para quem, como eu, acabou de sustentar a ideia segundo a qual o caminho é um caminho de diálogo, de pedagogia, de argumentação, se há coisa que nós não devemos fazer é aumentar a escalada verbal e andar todos os dias a comentar o que é que cada um diz, na forma que cada um diz, na circunstância que cada um diz. Vamos
concentrar-nos no essencial. Vamos concentrar-nos naquilo que verdadeiramente transforma a vida das pessoas e transforma o rumo das nações. É isso que nos move e eu creio que é isso que também o Presidente Macron tem feito. Foi isso que foi fazer a Washington e por isso eu tenho congratulado por esse esforço. Muito bom dia, João Nuno Assunção, da SIC. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se ainda considera estar presente no próximo Conselho Europeu, que, salvo erro, acontece já na próxima semana, ou se pensa apresentar a demissão perante as notícias que foram conhecidas hoje. Gostaria também de lhe perguntar como é que Portugal vai conseguir cumprir a meta de 2%, de gastar 2% do PIB em defesa, quando tem problemas graves de financiamento de setores estruturais como a educação e saúde. Mr. President, let me also take this chance to ask you, I've been in Ukraine several times. I watched the suffering of those people with my own eyes. What else needs to happen to Ukraine for Europe to deploy troops on the ground? And what exactly is deterring France to take the lead and to do so? Eu posso começar então por responder às questões que coloca. Sobre o investimento em defesa, nós temos neste momento um compromisso assumido de atingir os 2% de investimento na área da defesa em 2029. Foi um compromisso que assumimos logo no início do nosso mandato, antecipando um ano a meta anteriormente assumida por governos anteriores. E eu já tive a ocasião de transmitir que é muito expectável que nós venhamos a recalendarizar esse objetivo por força das exigências que a situação geopolítica e os nossos compromissos com os nossos aliados venham a justificar. Dizer-lhe que nós faloemos numa estratégia concertada com os nossos parceiros, quer da NATO, quer da União Europeia. Eu já tive a ocasião de conversar com os chefes de governo da União Europeia e, particularmente, com o Presidente Macron nestes dias, relativamente àquilo que me parece devam ser alguns eixos fundamentais que estarão presentes na reunião da próxima semana do Conselho Europeu, onde seguramente participarei, e que são alicerces do espírito de solidariedade e estratégia que nós devemos ter para incrementar na Europa esse objetivo de, ao mesmo tempo que estamos a investir, estamos a ganhar maior autonomia na área da defesa em termos coletivos e estamos também a tirar proveito económico do investimento que estamos a fazer. O que é que isto significa? Significa que nós devemos avançar, devemos criar mais capacidade industrial, nós devemos investir mais, não significando isso ir comprar mais armamento, mais equipamento aos Estados Unidos, ou ao Japão, ou à China, ou à Coreia. Nós devemos caminhar produzindo mais e partilhando aquilo que produzimos uns com os outros. Por isso nós estamos a comprar material à França, como a França tenciona comprar material a Portugal. E, do meu ponto de vista, nós não devemos prejudicar os percursos de estabilização financeira dos Estados-membros da União Europeia com este objetivo. Por isso, creio que é preciso estabelecer um mecanismo de flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia, por forma a não prejudicar as trajetórias financeiras dos países, com este novo objetivo comum, que deve ser entendido como um objetivo comum. Estou à vontade para dizer isto porque hoje Portugal está na melhor das situações. Somos um dos poucos países que tem superávit, somos um país que tem uma trajetória de diminuição da dívida pública em termos de PIB de maior desagravamento e, portanto, temos crescimento económico, temos uma boa situação económica e financeira. Mas eu devo olhar para os nossos parceiros como quisemos que eles olhassem para nós quando estávamos em dificuldades. Eu devo olhar para aqueles países que hoje têm uma situação de déficit, que têm uma situação económica e financeira para ultrapassar e perceber que não lhes devemos impor uma situação financeira ainda mais gravosa, porque estamos a pedir-lhes um esforço que é coletivo. Estamos a pedir-lhes um esforço que é comum. Por isso defendo que deve haver maior flexibilidade. Depois também defendo, segundo ponto estratégico, que haja um plano de investimentos que seja concertado e coordenado entre os 27 Estados-membros da União Europeia. Nós não devemos estar a produzir todos a mesma coisa. Nós devemos localizar os investimentos no território europeu por forma
a termos uma política industrial, uma política de investimento que seja de bloco. Nós temos de funcionar como um bloco, independentemente da nossa autonomia estratégica, que também a temos em termos de nações. É com este espírito que participarei, portanto, no próximo Conselho Europeu e defendendo, entre outros, estes princípios que acabei de enunciar. Je me permets une remarque dans la continuité de ce que disait Monsieur le Premier ministre. Je le dis pour parfois éclairer nos débats français. Il y a beaucoup de papiers européens admirant le modèle espagnol ou portugais pour dire que c'est quand même formidable, ils ont réussi à réduire le sujet de finances publiques et regardez, il y a de la croissance. C'est vrai. Ce sont des réformes qui ont été faites il y a 15 ans et qui n'ont pas été détricotées par les majorités successives, en particulier des réformes de retraite beaucoup plus ambitieuses que celles que nous portons dans notre pays. Le dividende, on le touche 15 ans après. Mais je le dis juste parce qu'on ne peut pas toujours déplorer les conséquences dont on chérit les causes, pour reprendre les grands auteurs. Si on en vient maintenant au sujet de votre question, je partage vraiment l'émotion que vous venez de témoigner, et j'ai vu les mêmes scènes que vous, et les mêmes scènes de guerre terribles. Et donc l'Europe, depuis la première minute, d'abord a tout fait pour empêcher ce conflit. Vous savez que la France était engagée avec l'Allemagne dans le format dit de Normandie pour s'assurer des accords de Minsk et jusqu'aux dernières heures pour empêcher la guerre d'agression. Ça a été un choix grave, profond, à mon avis gravissime devant l'histoire et en termes humanitaires qu'a fait le président Poutine. Depuis la première minute, nous avons sanctionné la Russie en restant unis toujours, avec un paquet de sanctions qui vient de sortir, ce que beaucoup pensaient impossible. Nous avons soutenu l'Ukraine massivement et nous avons toujours eu un principe qui était de ne pas faire d'escalade. Et donc, devenir belligérant, c'est faire une escalade. Et donc, tous les Européens sont restés sur une ligne, depuis le début, qui était de dire nous devons soutenir l'Ukraine. On l'a fait avec des montants, et je l'ai dit, les Européens représentent 60% de l'effort qui est fait depuis le début de cette guerre. 60%. C'est plus de 135 milliards d'euros, financiers et en aide militaire. Et donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est à mes yeux deux choses. C'est de nous assurer que si, en quelque sorte, l'Ukraine était sous pression, les Européens pourraient lui fournir ce qu'il faut pour se défendre. Et donc, pour moi, c'est l'un des objectifs, d'ailleurs, de la réunion que nous tiendrons à Londres dimanche, puis du Conseil européen du 6. Et la deuxième, c'est que si une paix était négociée par les Ukrainiens, parce qu'il n'y a pas de paix qui peut toucher l'Ukraine sans les Ukrainiens, que nous apportions des garanties de sécurité durable. Et dans ce contexte-là, la France et les Britanniques ont travaillé, Français et les Britanniques ont travaillé sur des solutions très concrètes pour maintenir et apporter des garanties de sécurité sur le terrain. Voilà comment je vois les choses et ce sur quoi nous allons travailler en particulier dimanche avec les quelques pays que rassemblera Keir Starmer, qui sont ceux que j'avais rassemblés à Paris, plus quelques autres. I think we should not say it's not working because 3 years ago, but this is true. But I mean, as you perfectly know, Russia. And my question was, was it possible? What is exactly deterring France to put? No, the six principles that we. Firstly suggested. No. What I did 1 year ago is I reintroduced strategic ambiguity, which was a necessity. I think the main mistake which was made at the very beginning was no boots on the ground forever. So we had to reinstore strategic ambiguity. The point is triggering any escalation would be a big mistake. But I think you should not underestimate the fact that 3 years ago, everybody thought that a landslide victory of Russia was certain. 3 years ago, what was presented by Russia was a special operation for 3 weeks. 3 years later, they took some territories. But we cannot present it as a victory for Russia, and we cannot say that it doesn't work. I disagree, and especially after some strategic defeats for Russia, with Sweden and Finland joining NATO. So this is why we have to resist. This is why we have to help the Ukrainians to put themselves in the best possible situation to negotiate a solid and long-standing peace. And the question today is much more how to try to get this peace and to avoid all these losses and casualties. So there is no
deterrence from my point of view, and as far as I'm concerned. I try to accompany Ukraine as far as I can in the permanent dialogue with President Zelensky. Bonjour Monsieur le Président, Nathalie Segonne pour Le Monde. Au sujet de votre domaine réservé, le Premier ministre François Bayrou a annoncé qu'il va demander au gouvernement algérien que la totalité des accords soit réexaminée, y compris le traité de 1968 qui facilite la circulation des Algériens en France. Est-ce que vous êtes prêt à aller aussi loin? Par ailleurs, François Bayrou envisage un référendum sur les retraites s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux. Là aussi, ce sont vos prérogatives. Est-ce que vous réfléchissez à cela? Est-ce qu'on peut réformer les retraites par un référendum? Alors sur le deuxième point, comme vous l'avez rappelé, la Constitution est claire dans ces termes et j'aurais à m'exprimer au bon moment. Je pense qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Il y a aujourd'hui, c'est une bonne chose, sur la base d'un cadrage qui a été fait par la Cour des comptes, un dialogue qui a été relancé. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc le moment est le moment de dialogue entre les partenaires sociaux. Et il faut leur donner le maximum de chances de réussir et leur permettre de le faire dans un cadre apaisé et exigeant. Et donc je ne me prononcerai pas sur d'autres initiatives. Il y a déjà eu un texte de loi, il n'est pas si vieux. Là, la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une meilleure réforme? Et c'est aux partenaires sociaux d'en débattre et, je l'espère, de trouver un accord. Et donc les choses se feront étape par étape. Ensuite, pour ce qui est de la relation entre la France et l'Algérie. Ce qui s'est passé à Mulhouse a heurté tout le monde, et je le dis ici très clairement, rien ne peut prévaloir sur la sécurité de nos compatriotes. Et donc, quand elle est menacée par des procédures ou des engagements qui ne sont pas respectés, le gouvernement a raison de s'en saisir. Et je pense que c'est important en particulier que les accords que nous avons signés en 1994, pas l'accord de 68, reprise automatique sur les ressortissants qui ont des papiers d'identité ou des passeports, ce sont les accords qu'on a signés en 94, il faut qu'ils soient pleinement respectés. Les statistiques sont là d'ailleurs qui montrent qu'il y a un travail, une coopération qui existe. Vous vous souvenez peut-être que ces dernières années, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, avait mis en place un système pour favoriser justement le retour de certaines catégories de personnes en situation irrégulière identifiées comme les plus dangereuses. Et donc, il faut que ces accords soient pleinement respectés. Pour ce qui est des accords de 68, nous avions, avec le président Tebboune, nous-mêmes envisagé, à l'été 2022, de les rouvrir pour les moderniser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites de part et d'autre sur ces accords, sur lesquels il y a beaucoup de commentaires, parfois d'ailleurs factuellement faux. Et les premiers ministres ensuite, à l'automne 2022, je parle de mémoire, ce serait à vérifier, mais je crois que c'est ça, avaient eux-mêmes poursuivi cette déclaration que nous avions faite pour ouvrir ce travail. Donc en résumé, 1, rien au-dessus de la sécurité des Français, 2, un engagement, une volonté, une exigence que les textes qui ont été signés soient respectés, en particulier les accords de 94, au service de cette sécurité. 3, ensuite, il faut qu'un travail soit repris. Parce que nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un travail. On ne peut pas se parler par voie de presse, c'est ridicule. Ça ne marche jamais comme ça. Donc j'ai bien entendu les mots du président Tebboune et je souhaite qu'il y ait maintenant un travail de fond qui soit réengagé au service de nos intérêts les uns et les autres, avec exigence, respect, engagement. Et je le dis aussi parce qu'on a des millions de Françaises et de Français qui sont nés de parents algériens, qui sont parfois binationaux, qui n'ont rien à voir avec ces débats, qui sont des gens qui vivent en paix, adhérents aux valeurs de la République. Je ne voudrais pas qu'ils soient maintenant pris dans ces débats, parce qu'ils ont le droit à la vie tranquille aussi. Non, parce que je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Le problème, à mon avis, dont on parle est beaucoup plus des accords de 94, et nous avions lancé avec le président Tebboune un mouvement pour les moderniser, et on le fera en bon ordre. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement, mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. Il faut qu'elles soient faites avec ce que notre pays mérite quand on parle de sa sécurité, c'est-à-dire un sens du réel et simplement une culture du résultat et de l'efficacité, et ensuite ce que le lien qu'il y a entre nos pays exige. Et donc nous, on veut être respectés, et on le fera aussi avec respect. Une fois que j'ai dit ça, dans l'ensemble, évidemment, de ce que nous avons à faire et de ce que le gouvernement a lancé, et je pense qu'ils ont eu raison de lancer ce débat et
de mettre sur la table plusieurs de ces sujets. Il y a évidemment aussi la grande attention que nous portons à plusieurs dossiers plus spécifiques, et en particulier notre compatriote Boualem Sansal. Et aujourd'hui, sa détention arbitraire, ajoutée à sa situation de santé, nous préoccupe beaucoup. Et je considère que c'est aussi un des éléments qu'il faut régler pour que la confiance soit pleinement rétablie. Monsieur le Président, je crois que c'est mon tour maintenant. Bonjour tout d'abord. Alors, je ne vais pas vous parler à nouveau de l'Ukraine, mais on vous voit en tant que porte-parole d'une Europe que vous défendez plus forte, en tant qu'économique, comme autant de la défense. Et ce que je vous demande, c'est que pendant la Covid, on a vu que l'Europe, elle dépendait beaucoup de la Chine et des États-Unis aussi. Est-ce qu'il y a une espèce de cassure après et que chacun s'est retranché dans son pays? E a mesma questão para o Sr. Primeiro-Ministro, que é esta necessidade de uma Europa cada vez mais forte, quer em termos de defesa, quer em termos económicos. Esta voz que foi muito ativa durante a pandemia, que percebemos da nossa grande dependência, que nos asfixiou durante algum tempo, de repente ela perdeu-se. Bom, eu creio que essa é verdadeiramente a questão mais relevante da Europa hoje. Nós já tínhamos percebido isso e tínhamos respondido bem. A quando da pandemia, se houve aspecto que sobressaiu, foi que o espírito de solidariedade da Europa veio ao de cima. Veio ao de cima, em primeiro lugar, na forma comum como se encontraram as aquisições das vacinas, como se encontraram as soluções do ponto de vista da saúde para as aquisições e para a distribuição das respostas que era preciso dar às populações, e depois para o plano de investimentos com vista à recuperação económica e com vista à resiliência da economia. O plano de investimentos, que em Portugal adotou o nome de PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, o Next Generation EU, é um bom ponto de partida para aquilo que deve ser, a meu ver, o investimento comum na área da defesa. Tive a ocasião de dizer isso e partilhar com o Presidente Macron na conversa bilateral que tivemos. Eu creio que é um bom elemento de reflexão e de inspiração para que possamos, precisamente, com o mesmo espírito comum, ter um instrumento de financiamento e uma estratégia para termos maior independência e maior autonomia. Nós precisamos, efetivamente, de maior autonomia económica, nós precisamos de maior autonomia energética, nós precisamos de maior autonomia na área da defesa, nós precisamos de maior autonomia na área da ciência, da inovação e da investigação. Nós precisamos de maior autonomia na área da inteligência artificial, das novas tecnologias. Nós precisamos de maior autonomia alimentar na área do setor primário, da agricultura e das pescas. A Europa precisa de maior autonomia industrial, precisa de se reindustrializar efetivamente. Esta encruzilhada em que nós nos envolvemos neste momento, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista comercial, é também uma oportunidade, é um grande desafio, é uma oportunidade para olharmos para o futuro, não nos ficarmos a queixar e a lamorear para o passado, não ficarmos a olhar uns para os outros à espera de resolver pequenos detalhes. Uma das palavras mais utilizadas por nós nas nossas conversas foi a simplificação, ser mais rápido, mais ágil, mais eficiente a decidir e a implementar. E é isso que nós precisamos de fazer na Europa e precisamos mesmo de fazer. É isso que também tem estado no léxico das nossas conversas e precisa de estar agora no alvo das nossas ações. Écoutez, d'abord, vous avez raison de rappeler que pendant la période de Covid, l'Europe a réagi vite, fort, parce que nous avons obtenu dès juillet un accord pour un emprunt, dès juillet 2020, pour un emprunt commun, puis on a mis en place des dispositifs. Et je rappelle d'ailleurs souvent que dans nos pays, nous n'aurions pas été vaccinés, nous n'aurions pas eu le vaccin sans l'Europe et la capacité à acheter massivement, à nous organiser collectivement. Ça a été un très grand progrès, parce que rappelez-vous, quelques 10 ans plus tôt, face à une crise financière inédite, nous avions été très divisés et très lents. Alors là, la situation... Alors qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? C'est normal.
On est ensuite tombé dans un temps qui a été beaucoup plus dur, où il y a eu de l'inflation, les modèles économiques ont fonctionné différemment selon les pays, le retour de la guerre en Ukraine, mais il y a eu de l'unité. Ce moment de 2022 est un moment de très grande unité européenne, puisqu'on a pris en 48 heures des décisions inédites de sanctions et de soutien. L'agenda de Versailles est un moment inédit. Et beaucoup de gens pensaient, je crois que les Russes en faisaient plutôt le pari, que nous serions divisés. Donc je serais moins pessimiste que vous. Maintenant, la clarification supplémentaire qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Europe, en quelque sorte, sur beaucoup de sujets, est un peu laissée seule, doit nous conduire à agir avec la même force que nous avons eue pendant le Covid. Et la même échelle. C'est-à-dire qu'il nous faut porter beaucoup d'ambition et très fortement. On veut nous mettre des tarifs. Levons les tarifs que nous mettons sur nous-mêmes. Par notre complexité, nos propres règles, nous mettons tous les jours des tarifs sur l'économie européenne. C'est l'agenda de simplification. On veut aujourd'hui nous contester la possibilité d'avoir une Europe justement plus souveraine sur le plan économique. Bâtissons une préférence européenne qui n'existe pas. Nous sommes le seul endroit au monde où c'est comme ça. Les Chinois préfèrent les biens chinois, ils ferment même leur capitale. Les Américains ont un Buy European Act. On est les seuls au monde à penser qu'on peut acheter ce qui est fait ailleurs. Enfin, actons la préférence européenne dans nos textes. Et regardons les chiffres, investissons beaucoup plus dans l'intelligence artificielle, les technologies vertes et notre défense. On investit beaucoup, beaucoup moins que les Américains. De l'argent public comme de l'argent privé. Et donc, il faut évidemment la réforme des marchés de capitaux, mais un choc budgétaire public également à l'échelle européenne. Et je pense que la réponse à votre question se jouera dans les mois qui viennent, ce semestre. Ma conviction, c'est qu'il y a un consensus qui est en train de s'établir, et en tout cas pour ma part, de là où je suis, modestement, j'essaie d'y travailler pour convaincre, c'est qu'il nous faut une Europe qui réagisse vite et fort à ce contexte économique, géopolitique nouveau. On doit, en Européens, avoir beaucoup plus d'ambition et décider maintenant, pas simplement décider, agir. Et donc j'espère que le sommet du 6 mars prochain permettra des actions fortes en matière de défense, en donnant une mission à la Commission qui est de faire quelque chose justement de type Covid pour aller chercher de l'argent sur les marchés là où on a des besoins capacitaires en défense. Je souhaite ensuite que sur la compétitivité, nous ayons 15 jours plus tard un conseil très ambitieux qui permette des décisions d'investissement et de simplification très fortes. Et ce semestre doit acter le retour d'une Europe puissance, plutôt en fait son invention.